3 ans malade, puis je l'ai beaucoup accompagné, puis j'ai apprivoisé petit à petit avant son départ qu'est-ce que pouvait être la mort, puis comment on pouvait se détacher des gens physiquement dans cette vie terrestre ici finalement. Puis j'ai vraiment comme développé mon coffre à outils au travers de ces années-là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup lu là-dessus, j'ai beaucoup compris aussi que ça se faisait de pouvoir dire au revoir à quelqu'un de qui on était très proche, que mon père et moi, on était vraiment très proches, moi j'étais fusionnelle avec mon papa, donc quand j'ai su sa maladie, je me suis dit je vais mourir avec lui. Puis je lui en ai parlé, puis au fil des années, même des 3 ans avant qu'il parte, j'avais déjà tout fait le chemin du détachement en me disant, j'étais plutôt dans la gratitude, dans le remerciement d'avoir partagé ces si belles années avec lui, comme si ça avait été un privilège, puis qu'on n'est pas obligé d'en demander encore et encore. On peut aussi dire, moi c'était ça mon parcours. Je vois la vie comme une succession d'expériences qui nous font grandir, puis que moi dans le fond c'était la mienne. Donc j'avais ces années-là à vivre avec mon papa, bien vécu. Puis les dernières années de sa vie, puisque je savais qu'il allait partir, bien, j'en ai profité à plein. Ce qui fait que les moments bien banals ou même très difficiles, par exemple de l'accompagner à l'hôpital, je me souviens d'être assise dans son lit d'hôpital, lui il a les pieds vers le bout de son lit, puis moi on est assis comme ça, puis on se jase face à face dans le lit d'hôpital, puis j'oublie qu'on est à l'hôpital, puis qu'on est en train de vivre, on aurait pu le vivre comme des moments très douloureux, puis j'étais dans ce grand sentiment de vivre quelque chose d'important ici maintenant, qui avait une préciosité incroyable, puis d'accueillir cette succession de moments-là, puis de vivre chaque moment présent pleinement. C'est là que j'ai commencé à justement à m'accrocher à ces moments présents-là. Puis, c'est ça, quand il est parti, j'ai été capable de le laisser partir en lui disant « Merci pour tout ce que tu as été. Merci à la vie de m'avoir offert ça, ce lien si fort, duquel peut-être que j'aurais voulu garder, mais j'aurais pu ne jamais le connaître aussi, ce lien si fort. » Donc ça a été vraiment, c'est ça, moi, ma façon de passer au travers mes deuils, c'est la gratitude de tout ce qui se vit. Puis aujourd'hui encore, quand je vois des gens qui côtoient la mort, je leur dis, je te souhaite que les souvenirs réchauffent ton cœur. Parce que pour moi, les souvenirs, ils réchauffent mon cœur. Moi, dans le fond, c'est Karine Desrasses, puis je viens des îles de la Madeleine. Je suis, dans le fond, une prof de yoga, méditation. Je m'intéresse beaucoup à la pleine conscience. Puis, voilà. Vous prendrez si vous avez besoin. C'est parfait. Ouais, je disais que dans le fond, tu sais, le fait d'avoir apprivoisé la mort au travers de ce deuil ou de cette mort qui était prévisible finalement, parce que, tu sais, on a été 3 ans à accompagner dans ça. Ça m'a forgé mon coffre à outils pour laisser partir mon conjoint finalement qui est décédé 2 ans jour pour jour, donc le même jour, 29 de mars 2006-2008, le même jour mon conjoint est décédé, mais là c'était subitement. Fait que ça a été un grand choc, mais j'ai compris que la vie m'avait envoyé le deuil de papa pour me faire apprivoiser la mort, pour que déjà, c'était déjà très difficile avec un petit garçon de 2 ans qui perdait son papa, moi qui n'aurais pas le papa pour m'accompagner dans tout ça, vivre les beaux moments de famille qu'on avait souhaités. Ça, c'était déjà suffisant. Donc, apprivoiser la mort, laisser partir quelqu'un, se détacher d'un corps physique en se disant qu'il y a peut-être quelque chose d'autre après, c'est ça a été plus possible parce que, justement, fait que des fois, il ne faut pas sous-estimer les petites expériences ou les grandes expériences qu'on vit au travers de ça. Puis, j'ai toujours senti sa présence dans la confiance que, finalement, j'ai pas été toute seule pour élever mon garçon. Dans cette grande confiance que c'était complètement différent, mais qu'il était là d'une autre façon. Puis, au fil des années, j'ai tellement remercié pour ce qu'il avait été pendant les 2 premières années de mon fils, de notre fils, parce qu'il lui a tout donné. Puis ça, c'est précieux. Fait que j'ai beaucoup été plus dans la gratitude de ce que j'ai eu que ce que je n'aurais plus. Fait que ça change une vie, de voir la vie comme ça, dans le fond, de remercier, d'être très dans l'appréciation de tout ce qu'on a eu. Puis après, c'est possible de faire un bouquet avec les fleurs qui sont à notre portée parce qu'on sait qu'il y a d'autres fleurs, qu'il y a d'autres choses, que la vie est vivante finalement, autant que la mort.
Ouais, ben pour moi, l'amour, c'est bien plus grand que la relation de couple ou d'enfant et tout ça. Tu sais, l'amour, c'est... moi, j'aime répéter un petit mantra, je vous le partage comme ça, mais c'est « je suis amour ». Je m'aime, j'aime et je suis aimée. Fait que c'est comme dans tous les sens. L'amour, c'est pas qu'un sens, c'est pas juste j'aime ou c'est pas juste je suis aimée. C'est aussi d'être en état d'amour. Quand je dis je suis amour, des fois je dis je suis en état d'amour. Puis des fois, j'aime ça voir que finalement, ça nous sort par toutes les, par toutes les cellules, cet amour-là, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est l'amour de soi d'abord, c'est de se remplir. Des fois, je disais à mon garçon, aussi ma belle-fille, tu sais, l'important, c'est de développer une autonomie affective, d'être complet. Puis après, on peut partager un amour qui est tellement plus bon parce que c'est pas un amour égo ou un amour qui cherche quelque chose, c'est d'être complet puis de partager avec quelqu'un d'autre ce qu'on a à offrir de cet amour pur. Fait que pour moi, l'amour, la relation, c'est ça, c'est d'abord la relation à soi, hein? Puis après, pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes. Ben moi, c'est Serge Chrétien. Je suis natif de Matane. J'habite à Saint-Anne-des-Monts depuis 1986, ce qui m'a amené ici une job. Donc, tout simplement, j'étais venu travailler pour une imprimerie pour faire la représentation commerciale. Finalement, j'ai tombé dans une radio comme vendeur publicitaire. Puis j'ai rencontré beaucoup de commerçants, donc ça m'a intéressé. Je suis devenu commerçant. Fait que c'est un peu mon histoire. Puis aujourd'hui encore, j'exploite une petite entreprise. Puis je suis établi ici, puis pour longtemps encore. En continuant les souvenirs qui me reviennent d'un peu plus jeune, tu sais, quand j'étais enfant, bien, c'est sûr que ma mère était beaucoup présente. Donc c'est sûr que on a fait quand même beaucoup d'activités ensemble. Mon père, un peu moins, lui, c'était un intellectuel, c'était un écrivain, ça fait qu'il était retiré. Mais ma mère occupait un peu les deux rôles, là, si tu veux. Ça fait qu'on était beaucoup ensemble. Fait que c'est sûr que dès le jeune âge, là, avec moi, j'ai juste une sœur. Fait qu'on était beaucoup impliqués justement dans les organisations, dans les activités bénévoles. On a fait beaucoup de bénévolat. Ma mère était très impliquée bénévolement. Fait que c'est ça c'est des valeurs qu'elle m'a transmises, là, parce que c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants aussi. Puis elle m'a toujours encouragé. C'est une femme qui... Elle m'a dit déjà, j'étais très jeune, elle dit, Serge, elle dit, c'est une affaire qui est importante, ne laisse jamais personne détruire tes rêves. Va jusqu'au bout, réalise tout ce que tu veux comme rêve. Puis justement, dans son départ, là, quelques jours avant son départ, elle me répétait ça. Parce que c'était important, ça venait de mon enfance, puis c'est revenu plus tard. Mais ça m'a toujours suivi. Que c'est important de ne pas se laisser influencer de l'extérieur pour compromettre tes rêves. Il faut y croire. Moi, la vie, là, j'ai toujours comparé ça à un grand livre d'histoire. C'est un grand livre ouvert. Le livre, il date de très longtemps, puis il va se continuer très longtemps encore. Fait que je dis, moi, à mes enfants, que dans le fond, on a toute notre petite histoire de ce grand livre-là. Les gestes que tu poses, les actions que tu portes, l'attention que tu donnes aux autres, tout ça, les rêves que tu as, les réalisations de rêves que tu vas faire, tu vas écrire ton petit bout dans le livre de la vie. C'est un grand livre d'histoire, puis on laisse notre trace dans ce livre-là. C'est un peu comme ça que je vois la vie. Ma philosophie, c'est d'essayer de faire le bien, puis de transmettre ça aux autres générations, puis que de laisser sa trace positive dans un grand livre de la vie. C'est mon projet. Mon père, il me répétait tout le temps le matin, on était ensemble tous les jours, puis il regardait le ciel comme aujourd'hui, puis regarde Serge comment que le ciel est bleu. Des fois, je disais, Père, t'es optimiste parce qu'il y a pas mal de nuages. Puis là, ben, j'en parlais pas, je veux dire, ça lui faisait plaisir. Mais après qu'il était parti, j'ai compris quelque chose. T'sais. Dans le fond, je regardais le ciel, je pensais à mon père. Puis je regardais le ciel, puis il était un peu comme aujourd'hui,
bleu, très beau, un peu nuageux, mais je me suis rappelé ce qu'il m'a dit. Le ciel est bleu. Et pour lui, il était toujours bleu. C'est pas l'important, la couleur du ciel, c'est comment tu le vois. Fait que c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de ce qui arrive, pas c'est ce qui arrive qui est important. Fait que dans le fond, l'attitude qu'on a, la perte d'un être cher, on peut s'apitoyer, on a une période là, où c'est une tragédie. Mais après, il faut développer une bonne attitude. Puis essayer de voir comment on peut développer là-dedans, puis comment on peut aider les autres, puis s'aider soi-même. Fait que aujourd'hui, je vois le ciel toujours bleu. Ma femme a eu, on n'a pas eu d'enfants ensemble, malgré qu'on ait été famille d'accueil, plusieurs dizaines d'enfants. Mais on n'a pas eu d'enfants, mais on a perdu 3. Les triplets, elle les a perdus à un moment donné. Puis pendant cette période-là, quand je les ai perdus, j'ai eu beaucoup de souffrance. Ça m'a fait mal parce que l'amour que j'ai pour les enfants, je me disais, je préparais les chambres, puis pour moi, c'était une fête. Puis, fait que c'était déchirant. C'était une des périodes dures pour moi, ça. Puis j'ai été à bout, parce que moi, je ne suis pas tellement pratiquant, mais j'avais besoin d'aller dans un milieu où il y avait une espèce de sérénité. Puis je me suis rendu, quand ma femme les a perdus, ça s'est passé en pleine nuit. Puis, toujours un peu de misère à parler de ça, mais il faut le faire. Donc, j'ai descendu, puis je me suis rendu à l'église. Une place où je ne vais pas vraiment, ou très rarement. J'ai eu l'idée d'aller là. Pour moi, c'était un lieu qui m'apportait cette paix-là. Puis, il était encore très tôt le matin, les portes étaient ouvertes. Curieusement, ça fait que j'ai rentré, puis j'ai resté là pendant plusieurs heures à faire un peu de méditation, puis de me parler à moi-même, puis de m'expliquer un peu tout ça, puis de commencer à apprivoiser la perte. Puis c'est sûr que nous autres, on l'attendait, mais la population attendait. C'est rare des triplets. Fait que c'est sûr comment que je m'en vais dans la population demain matin avec ma peine, puis de régler tout ce qu'il y a à régler. Fait que ça, c'était... fait que c'est un peu... je sais qu'il y a quelque chose, je l'espère qu'il y a quelque chose. Que mon père et ma mère sont en haut avec mes amis qui sont partis, puis que tous ces gens-là, ils nous aident un peu dans notre façon de vivre. Puis si j'y penserais pas vraiment, j'aurais pas dit à ma mère, occupe-toi de la ligne, la vague en haut, avec tous ceux qui sont déjà partis. C'est parce que j'y crois. J'y crois qu'il y a quelque chose. Puis que... Mais on ne peut rien prouver, on ne peut pas rien, mais seulement que des fois, c'est pas juste... On n'a pas besoin d'avoir toujours une preuve. Transmis ce rêve-là. Dans le fond, moi, j'étais aussi, juste faire une petite parenthèse, j'ai fait l'autophilie pour ce qu'on appelle les masters, les plus vieux. Là. Puis j'étais sur la plateforme des Olympiques à Sydney. Puis quand j'étais là, je savais que je n'irais jamais aux Olympiques. Mais en étant là, je me suis trouvé une mission. J'ai dit, faut que je trouve quelqu'un à aider à aller aux Olympiques. Ça, on monte à 2002, à peu près. Ça fait que Maud, c'est en 2015 qu'on s'est rencontrés là-bas. Ça fait que je pars avec ça, mais à un moment donné, quand je l'ai rencontré, je me suis souvenu de mon rêve que j'avais de trouver quelqu'un puis de l'amener aux Olympiques. Fait que son parcours était, on le sait, avec la pandémie pour terminer, les Olympiques sont annulés. L'entraînement dans son garage, tous les gens qui l'ont suivi connaissent un peu l'histoire. Fait que ça, c'était son rêve qui est devenu le mien. C'est un rêve qu'on a partagé. On voit où est-ce que ça peut nous porter un rêve. Des fois, ça peut venir de très loin, dans notre enfance, puis on n'y pense plus pendant très longtemps. Pouf! Les circonstances font que ça revient à la surface. Belle histoire avec Maud Charron. Je me présente, Linda Picotte-Légon. Je suis représentante en santé communautaire pour le secteur de la santé dans la communauté de Ouachat et de Maliotenam. À 16 ans, j'avais fait un accident d'auto. C'est pas moi qui conduisais, on était 6 dans l'auto. Ça m'avait marqué. Le chauffeur est décédé. C'était une vanne qui nous avait frappé. Ce chauffeur, on était tous en état d'ébriété.
à 16 ans, tu sais, c'était des folies de jeunesse, là. Fait que j'ai eu beaucoup de séquelles par rapport à ça, physique. J'ai été 2 mois et demi à l'hôpital pour plein de raisons, là. Puis ça m'a changé, là. Quand tu passes proche de mourir, là, je pense pas que j'aurais été dans le domaine de la relation d'aide, là. J'étais pas partie pour ça. Fait que j'ai réfléchi beaucoup. Tu sais, quand on passe proche de mourir, j'ai pris mes études au sérieux par après. Ouais. Puis quand j'ai été maman aussi, c'est là que j'ai vu à quel point qu'on pouvait aimer fort. Ouais, j'étais vraiment prête, là, d'être une maman. Fait que ça aussi, j'ai donné beaucoup d'amour, puis j'en donne encore, là, à mes enfants. J'ai 2 filles, 2 grandes filles, une de 24 ans puis l'autre de 28 ans. Elles me ressemblent, mais elles sont remodelées en mieux. J'ai 2 belles filles. Une fois, ça fait pas si longtemps que ça doit faire à peu près 3 mois. Tu sais, des fois, je parle à ma mère quand c'est difficile. Puis, tu sais, quand je m'ennuie, puis là, je m'en allais chez l'esthéticienne à mon rendez-vous. Puis je broyais un peu, puis j'y parlais. Bon, un coup rendu à mon rendez-vous, je rentre, j'étais correcte, tu sais. Puis moi, l'esthéticienne, c'est ma grande amie. Fait que là, j'ai ventilé aussi là. Fait que, en revenant de mon auto, sur mon pare-brise, j'ai la photo de ma mère, OK? Puis il y a des gommettes. Puis elle n'a jamais tombé. Mais c'est ça, en embarquant, en revenant quand j'étais prête, quand j'ai fini mon rendez-vous, j'embarque dans mon auto. La photo de ma mère était assise sur mon siège. Elle était dessus mon siège. Fait que moi, j'en ai déduit. Elle veut me dire, je suis là, tu sais, je t'ai entendu, là. Ça se peut pas, là, que ça tombe de même, là. Ouais, ça, j'ai trouvé. Fait que je sais que j'ai toujours su qu'elle était avec moi, tu sais, tu sais, je sais qu'elle est là. Puis, c'est ça, la mort, je vois ça, quand chacun va y passer, puis c'est correct, là, c'est ça la vie, on peut pas faire autrement. Ouais. Peut-être 2 jours avant qu'elle parte, elle avait regardé mon père est décédé aussi, là, il est décédé après lui en 2019. Fait que là, elle regarde mon père, puis elle dit « Adélard, je te pardonne tout, tu sais. » Ça voulait dire beaucoup, là. Puis elle s'est virée de bord en me regardant, en voulant dire « Toi aussi, tu vas faire la même chose. » Ça, j'ai compris tout de suite, là. Ben, j'ai toujours trouvé que la vie est belle, là. Ça, tu sais... si tu fais des choses positives, tu attires le positif. Moi, je crois à ça beaucoup. Puis d'être reconnaissante. Tu sais, c'est là que tu vois que tout est précieux. Il y a de l'amour dans toutes les choses. Je commence. Je m'appelle Étienne, je vis à cette île, puis je suis massothérapeute spécialisé, thérapeute sportif. Une famille de professionnels de la santé. J'ai baigné du haut de mes 1 an, je baignais déjà à l'hôpital, voir les joies, la souffrance, la misère, mais encore plus les joies de chaque personne, de comprendre comment l'humain fonctionne aussi. Là, à cet âge-là, on n'a pas d'appréhension, on fait que savourer ce qui se présente à nous, puis on peut mieux comprendre par la suite ce qui se présente dans notre vie. Puis moi, je te dirais là, que ça a toujours été inné en moi, selon moi, d'être dans le milieu de la santé, de donner à son prochain le bien-être aussi. Puis c'est pour cette raison-là là, que je poursuis encore ça, puis je vais encore poursuivre ça plus tard.
Une des histoires que j'aimerais vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue avec une patiente à la résidence de cette île. Moi, j'ai perdu tous mes grands-parents très tôt. J'ai pas connu mes grands-pères ni de papy. J'ai connu mes grands-mères plus longtemps. Puis je te dirais qu'avec cette personne-là, là, on a connecté, on a eu un vrai lien. Une personne qui souffre d'Alzheimer, d'autres maladies, quoi que ce soit, c'est des personnes qui sont faciles d'approche puis qui attendent juste ça aussi de te voir approcher. Souvent, tu es la seule personne qu'ils vont voir dans la semaine. Moi, je me souviens de moments où est-ce que je maquillais cette personne-là pour qu'elle soit belle pour le souper, le moment où est-ce que je l'accompagnais dans ses crises, dans les moments les plus difficiles, puis dans ses joies aussi. Écoute, quand une personne âgée voit sa famille, puis la reconnaît pour une fois depuis très longtemps, c'est des moments qui sont très émotifs. Puis tu vis cette émotion-là avec les personnes aussi. Ouvre tes yeux réellement. Regarde la vie d'une autre façon, pas d'une façon monotone, d'une façon systématique, cadrée. Permets-toi des excès, permets-toi des folies, permets-toi de pouvoir profiter puis de ressentir chaque respiration que tu prends dans une journée. Ressens-les, ces respirations-là. On est à cette île, le vent de la mer, l'eau saline, on sent ailleurs, on peut sentir les fermes. Il faut profiter de ça. Il faut profiter de chaque moment qu'on a, toute seule ou avec les personnes qu'on aime, parce que c'est peut-être les derniers moments. Dans 25 ans, moi, j'aimerais être en santé. J'aimerais être un médecin, un nouveau médecin là, qui est fructifiant, qui fait changer la donne du système de santé par ses petits moyens, bien évidemment, mais qui va vraiment connecter avec la personne puis son patient réellement, plus que 15 minutes en 3 mois. J'aimerais aussi, au niveau personnel, être bien établi. Comme je le disais tout à l'heure, être en santé. J'aimerais être à cette île. Parce que, selon moi, c'est le meilleur environnement que tu peux pas trouver au Québec, au Canada, au monde. C'est vraiment une belle place, puis j'aimerais savourer la vie de cette façon-là. OK. On peut commencer? Oui. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Monique Arguin. Je demeure à Closure fiscale depuis 1984 et je suis à la retraite. Mon métier a été proposé aux bénéficiaires. Je suis à la retraite depuis 2012. Je profite beaucoup de ma retraite, je suis impliquée et j'aime beaucoup ce que je vis. Je me sens très bien dans ce que je suis en ce moment. Bien, moi, je pense qu'il faut garder dans notre tête, dans notre cœur, plein d'espérance. Puis je pense que tout ce qu'on vit, il y a toujours quelque chose de beau qui va en sortir, même si c'est difficile, même si on a à apprendre là-dedans. C'est même autant pour les gens qui sont autour de nous autres, mais c'est sûr que quand tu apprends ça, le moment que tu apprends que tu as un cancer, c'est très dur, là. Face à la maladie, il n'y a personne qui a le goût, là. C'est très dur, tu sais. Mais faut que tu pleures, faut tout que... Puis après ça, tu te dis, ben, regarde, là, j'ai pleuré, là, je vais me battre, puis me repos, tu sais. Puis je vais trouver là-dedans de l'aide. Je vais aller me chercher de l'aide, toutes sortes de moyens d'aller s'en chercher de l'aide, dans le fond. Il y a des gens pour t'aider. Moi, je faisais beaucoup j'ai médité, tu sais, je suis une femme de foi, alors je mettais tout ça dans les mains du Seigneur, du bon Dieu. Puis, tu sais, pas parce que j'avais la foi que j'étais préservée de ça, non. Mais tu sais, j'avais une force. J'allais me chercher une force, puis les compter avec les gens. Puis j'ai croisé des femmes et des hommes. C'est comme des anges, dans le fond, qui ont été là sur ma route pour eux autres aussi. Ils portaient chacun leur peine. Hein? Puis on partageait ça, puis on s'entraidait. Tu sais, il y avait de l'entraide. Chacun comptait un peu son vécu, tu sais, ce qu'il portait. Il y avait des gens un peu de partout, ça. Je trouvais ça extraordinaire. Chacun avait des talents. C'est tout mis ça ensemble, qui fait qu'on a une force pour passer à travers les événements de la vie. Personnellement, moi, je n'aurais pas été capable de garder ça pour moi. Il y a des gens qui le gardent pour eux autres, puis c'est correct. Moi, personnellement, là, de ne pas dire à personne j'ai un cancer, puis non, je voulais parce que je me dis, l'autre personne, elle peut t'aider en portant aussi sa pense positive, naturellement. Tu sais, on est tous là pour s'entraider, c'est notre but, je pense. On est tous là pour s'entraider.
Mais c'est sûr, quand tu apprends que tu as un cancer, ben tu dis non. Là. Non, tu dis non, tu peux pas. C'est pas, je fais le bien, je suis en forme, mais tu sais, peu importe la maladie, que ce soit le cœur ou peu importe. Ouais. Pas se casser la tête pour des affaires qui en valent pas la peine. Tu sais, des fois, dans notre quotidien, on a des manies. C'est tellement niaiseux, excuse l'expression. Tu sais, juste un exemple, tu sais, les débarbouillettes, hein, on les plie d'une manière, hein? Bon. Mais disons que c'est ton conjoint qui plie des barbouillettes, il ne les mettra pas comme toi, hein? Mais avant, tu les replaces toutes de la manière comme tu veux, toi. Puis c'est si pas important. Il y a des pics à dire que c'est pas important. Ça, tu prends conscience de ça. Tu sais, on appelle ça des niaiseries. Tu prends conscience tellement qu'il y a des valeurs, il y a des choses tellement plus importantes qu'une serviette qui est mal pliée ou une tasse dans ton armoire qui n'est pas placée en ligne. Tu sais, ça prend le bord. Ça prend le bord. Tu sais, ça prend le bord. C'est l'essentiel qu'il faut aller chercher, tu sais. T'apprends ça. T'apprends à trouver la nature tellement belle, à t'émerveiller devant plein de choses. T'apprends à t'émerveiller. Moi, c'est ça. T'apprends à t'émerveiller, puis apprécier tous les gens qui font quelque chose pour toi. Tu sais, tout est prêté dans la vie, hein. T'apprends dans ton aujourd'hui, à trouver ça beau dans ton aujourd'hui. Puis si c'est triste, ça peut être plate, mais trouver quelque chose de positif dans ton aujourd'hui, pareil. Même si une journée est pluvieuse, c'est pas grave, la terre a besoin d'eau, t'apprends à chercher l'essentiel. On a une mission ou quelque chose à apporter. Puis peu importe. Puis le problème, c'est que des fois, on ne sait pas qu'on a une mission. On n'est pas là pour rien, là. Comment c'est tout simple ce qu'on a apporté à l'autre, là, tu sais. Puis peut-être qu'on va partir, puis jamais personne ne saura, mais nous autres, ce qu'on aura donné, là, au cours c'est ça, là. C'est pour ça qu'on est au monde. Sinon, on ne serait pas là, je pense, tu sais. On est au monde pour donner quelque chose à notre humanité. Ça peut être aussi bien faire partie d'une chorale puis chanter. Ça peut être dire bonjour à quelqu'un que tu croises sur le chemin puis il a l'air triste. Un bonjour, c'est peut-être ça qu'on fait, c'est peut-être ça ta mission, cette journée-là. Mais je pense qu'on est sur Terre parce qu'on a une mission. Et la plus grande souffrance de l'humanité, c'est de ne pas savoir qu'on est sur Terre pour quelque chose. Quand on se sent inutile, qu'est-ce que ça... C'est peu importe l'âge, que tu aies 20 ans, 10 ans, si tu te sens inutile, que ta vie doit être plate, tu sais. Mais un très beau moment dans ma vie qui m'est arrivé, c'est quand j'ai pris ma retraite. En dernier, quand je travaillais, j'étais préposée à l'alimentation. Il y avait beaucoup de bruit dans la cuisine, à résidence au Lac-Saumon. Quand j'ai arrivé chez nous en septembre, en arrière de chez nous, il y avait un boisé, puis il y avait beaucoup de petits arbres, à peu près ça d'eau. Et j'ai passé 2 mois à couper toutes les petites zones, puis à couper ça, puis à me faire des petites cordes, 2 mois de temps. Mon mari travaillait, n'était pas encore à sa retraite. Et c'était 2 mois les plus extraordinaires dans ma vie. J'entendais les feuilles tomber. Il n'y avait pas de radio, rien, pas de téléphone. C'était un temps de bonheur total. Alors bonjour, je m'appelle Valérie Gauthier. Je suis enseignante à la maternelle depuis 25 ans. Les enfants dans la société, ce qu'ils amènent, ils amènent beaucoup de lumière. Ils amènent beaucoup de... Moi, je trouve que le temps s'arrête quand tu es avec eux, si tu veux le prendre pour de vrai, le temps. Et avec eux, il me semble que je partirais. Il faut toujours revenir, la cloche est là, il y a toujours... Fait que les enfants, ça illumine ta vie si tu veux bien aussi passer par le respect, parce que moi, je dis avant tout, dans la maladie ou ailleurs, bien, il y a un humain, il y a un cœur, puis il y a une dignité à respecter, il y a une dignité à... Peu importe la relation que tu as, que ce soit patron, éducateur, tout ça, bien, quand tu passes par la dignité, par le respect, bien, comme on disait tout à l'heure, bien, ça passe par le cœur, puis
Quand j'étais plus jeune, j'étais plus ronde et tout ça. À l'école, les gens, pas toujours gentils, hein? Les ados, tout ça. J'avais les cheveux roux, des lunettes, de l'embonpoint, quelques boutons d'acné avec ça. Aujourd'hui, je m'étais un petit peu transformée, c'est certain, pris conscience aussi de mon corps, mais pas vraiment changer autant l'alimentation. Oui, faire plus de sport, c'est clair, mais une recette gagnante pour déjeuner, on ne change pas ça. Là. 2 toasts au beurre de peanut et un café, c'est un must dans une vie. Oui, bien, c'est sûr que les événements ont fait aussi de me faire grandir intérieurement puis de m'accepter un peu plus parce que, bon, avec la maladie depuis 22 ans, j'ai appris à vivre avec en disant, ben là, maintenant, c'est plus ma maladie, c'est la maladie. Et puis ça, ben ça a fait que je me suis détachée, je subis et tout ça, mais je subis plus grand-chose parce que j'ai décidé que c'était moi le boss. Donc, de temps en temps, il y a des petits bouts qui vont moins bien, mais comme on échangeait tout à l'heure, ben, je disais, ces journées-là où ça va moins bien ou au contraire, les journées où ils vont mieux, ben, c'est pas la maladie qui est partie, elle est juste engourdie, puis je profite encore plus de la vie. Ben, au quotidien, ce que je fais pour prendre soin de moi, tous les petits bonheurs sont là pour que j'apprécie la vie. Un café en fin de journée, un dîner avec une amie, c'est vraiment plus des gestes comme ça, des moments comme ça, plus que des soins à mon corps. Mais j'ai commencé à mettre de la crème pour la peau quand même. Ben, j'étais pas bien. Mais là, je suis bien. J'ai toujours été, bon, j'aimais pas mon corps, j'aimais pas tout ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, je suis bien. Puis qu'est-ce que j'aurais dit à la Valérie d'avant, à la petite Valérie, j'aurais dit, ben fonce, malgré que j'ai une force de caractère incroyable. Ce que j'aimais pas quand j'étais petite, je l'ai pas reproduit chez moi, dans ma famille, avec mes enfants. Mais je lui dirais, ben fonce. Puis les autres, c'est plate à dire, mais ils se passeront de toi. Mais aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je fais ce que j'ai envie, je m'assume, et c'est pas mal plus fun. C'est ça, j'en croque à pleines dents, je veux rien manquer, je me repose. Je dis souvent que je me reposerai plus tard parce que là, il y a trop de choses, je veux participer à tout, mais pas à m'épuiser, mais vivre. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, je suis originaire de l'île de la Réunion. J'aime bien dire que je suis moitié réunionnaise, moitié québécoise, donc une vraie rébécoise. Ça fait 8 ans que je suis ici avec mon conjoint et mes enfants. Oui, et moi bonjour, Jean-Pierre. Moi je suis québécois de souche depuis 8 ans. Puis je suis agent de développement au centre de formation Rimouski-Neigette et je travaille à l'attraction des étudiants internationaux. Puis je fais aussi des capsules vers le mieux-être avec l'ASEC, l'Association du cancer de l'Est du Québec. Et j'ai été proche aidant de madame pendant quelques mois. Alors proche aidant, ça a été déjà un coup de massue, d'apprendre le diagnostic, puis de se dire mon Dieu, je ne suis pas du tout très à l'aise avec le milieu médical, donc est-ce que je vais être capable d'aider, d'être là, d'être une présence significative et puis aidante. Donc ça a été assez complexe au début, puis au final avec la pratique et puis la bienveillance de madame s'est allée. C'est toi, avec ta bienveillance à toi, c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Bon, on va dire que j'ai été Superman pendant quelques mois. Ça m'a sauvée. Ouais. Quand on apprend, quand on a un diagnostic de cancer, on a l'impression que la vie n'a plus de sens. On se reconnaît plus dans son quotidien.
Moi, j'avais l'impression que tout s'écroulait, en fait. Je me disais, mais en fait, demain, je vais mourir, quoi. Demain, je vais mourir. Et ça m'a pris une semaine. Pendant une semaine, je voulais voir personne. Ça se travaillait beaucoup dans la tête. Puis je suis tombée sur une capsule YouTube de François Lemay qui durait 3 heures. Puis j'ai même pas vu le temps passer tellement je me reconnaissais dans tout ce qu'il disait. Là, j'étais comme, ben voyons, ça n'a pas de sens. Puis j'ai commencé à faire ces méditations. Des méditations qui pouvaient durer entre 30 minutes et 1 heure. Au début, j'ai commencé par 10 minutes, puis je me suis dit, ah ben finalement, t'es bonne, t'arrives à... Tu tiens à 10 minutes, c'est bien. Puis je me suis rendu compte que 30 minutes, je suis capable de le faire, puis même 1 heure. Et je faisais ça tous les jours. C'était devenu comme une habitude, j'ai instauré ça dans mon quotidien. Moi-même, je me suis trouvée incroyable. Il y avait des moments difficiles, je l'avoue, là. Je ne peux pas dire que c'était facile, mais dans chaque moment difficile, j'ai retrouvé en moi une force que jamais j'aurais imaginé posséder. La vie, c'est le vent sur mon visage, c'est les oiseaux que j'entends autour de moi, c'est mes personnes autour qui me donnent beaucoup d'amour et à qui je donne beaucoup d'amour. C'est ça la vie. C'est l'air que je respire, c'est donner à son prochain. C'est magnifique. c'est quelque chose de... C'est incroyable, c'est magique. Finalement, c'est pas si négatif que ça. On peut, quand on est dedans, on voit le négatif, on voit le noir, mais c'est pas que ça. C'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Il y a quand même beaucoup de positifs dans la maladie malgré tout. Les gens qu'on rencontre, les cadeaux de la vie qu'on a tous les jours, les gens qui sont proches de nous et qui nous aident, quand on voit qu'on n'est pas seul dans cette barque-là, on relativise beaucoup. Puis on se rend compte aussi de la valeur de cette vie-là. Il y a des choses qui ont été modifiées parce qu'on est à la fois l'amoureux et puis l'infirmier, l'aide à domicile, cuisinier qui s'occupe de toute la logistique de la maison, etc. Donc c'est chronophage. Il faut apprendre à s'oublier, mais ça va. J'ai une capacité assez importante à me mettre derrière et mettre les autres de l'avant, donc c'est pas ça le plus compliqué. Il y a des choses que tu peux pas contrôler. J'ai été exceptionnel. Ouais. Je pense que je l'ai toujours été, mais là je l'ai été encore plus. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Ouais. Okay. Profiter des hommes exceptionnels pour leur faire le ménage, je trouve ça... Utiliser la maladie, madame. C'est honteux. L'amour, c'est parfois trouver dans le regard de l'autre ce qu'on ne trouve pas dans notre propre regard en nous regardant. C'est souvent ça. Je trouve que les relations sont de plus en plus là-dessus. Porter sur son ego. Mais c'est pas la vision que j'en ai personnellement et c'est pas ce que je nourris dans l'amour. Et je trouve que c'est ça de plus en plus. Mais dans l'amour inconditionnel, que ce soit avec ma conjointe ou mes enfants, c'est aider l'autre à avancer, à porter ses projets. L'accompagner et le laisser libre de ses choix. C'est la plus belle chose qui existe au monde, l'amour. Pour moi, c'est la plus belle chose. Sans l'amour, sans ça, on ne peut pas vivre. C'est un peu comme l'eau, c'est vital. Puis je ne suis pas persuadée que chaque personne n'a pas cette graine-là en lui. Moi, je suis persuadée que tout le monde l'a en lui. C'est une graine qui doit être nourrie pour qu'elle puisse grandir.
est Judy Martin. Je viens de Montréal, mais je suis heureusement à Métis-sur-Mer pendant les étés. Mon historique, je travaille en philanthropie. Je fais beaucoup de bénévolat dans ma vie et un projet que je fais est avec l'Association du cancer de l'Est du Québec depuis 2019. Mon enfance, on ne pensait pas que c'était privilégié, mais c'était privilégié. Comparé surtout à ce que je vois dans le monde aujourd'hui et qu'on voit depuis plusieurs années. Non, on n'était pas très riches. On voulait toujours avoir les trucs que nos amis avaient. Nos parents ne nous donnaient pas tous, mais ils nous donnaient le fait d'être entourés par l'amour. Mes parents ont eu 4 enfants dans 3 ans. J'ai une sœur jumelle. Donc, j'étais toujours entourée par ma meilleure amie à côté de moi pendant 65 ans. Ce qui amène les journées plus faciles, je suis toujours ici. Les anniversaires, j'ai 65 ans. Je suis très fière d'avoir 65 ans. Je le dis toujours à mes amis qui aussi cette année ont 65 ans, puis ils se plaignent pour dire sérieusement, quand j'avais 40 ans, je trouvais que les gens de 65 ans étaient vieilles. Je dis, c'est, comme on dit en anglais, c'est mieux que l'alternative, better than the alternative, qui est, vous n'êtes plus ici. Une clé de bonheur, c'est accepter, acceptation. Parce qu'on ne peut pas tout changer. Donc il faut à la fin avec tout ce qu'on a devant nous, avec tout ce qu'on a autour du monde, tous les problèmes dans les autres régions, autres pays, on est pas mal choyés ici au Canada, au Québec, à Métis-sur-Mer, au Bas-Saint-Laurent. On est pas mal choyés. Mais c'est sûr que la plupart du monde dirait, j'ai pas tout, mais j'ai beaucoup. Il vous accepte pour tous vos défauts, et il y en a. Les forces, il y en a quelques-unes. Mais pour moi, aider les autres gens m'aide beaucoup. En faisant souvent très peu. Ça demande très peu. Juste être poli avec quelqu'un. Moi, je trouve que ça fait beaucoup dans une vie. Juste être heureuse et positif avec les gens autour de vous. Et ce n'est pas toujours facile, mais de te forcer d'être positif avec les gens autour de vous, ça aide beaucoup. Je suis capable de faire ça. Pour moi, personnellement, je trouve que, premièrement, ma vie est précieuse parce que je peux compter sur moi-même de prendre des bonnes décisions. Ça, c'est une chose. Puis, probablement, c'est une réponse que la plupart des gens ne comprendraient pas. Mais je pense que tout d'abord, il faut que tu sois capable de prendre des décisions pour soi-même. Aussi, être entouré par des amis, la famille qui vous aiment. Pas parce que vous êtes riche, mais juste parce que vous êtes Judy. Alors bonjour, je m'appelle André Tapin. Je suis un gars du Saguenay qui est rendu maintenant en Gaspésie, qui a marié une Gaspésienne, pure laine. Et
2 belles filles aussi qui en découlent de cette union-là. Alors, puis je suis, à vrai dire, un personnage dans ce milieu-ci, un personnage qui est impliqué. Un gars qui s'est impliqué beaucoup, mais grâce aux Gaspésiens, parce que je trouvais que les Gaspésiens faisaient beaucoup de place. Alors, j'ai fait de la politique, j'ai travaillé dans le commerce, j'ai eu une petite entreprise. Ensuite, je suis devenu courtier à 59 ans. J'étais assis au cégep Garneau pour prendre ma formation comme courtier. Alors, j'étais plus vieux de la classe, là. Puis je regardais les jeunes, puis je me dis, bref, le vieux va toffer. Il va passer au travers de tout ça. On apprend au fil du temps, avec les erreurs, les réussites, tu sais. Alors, la misère aussi, parce que moi, mon enfance à moi, c'est d'un orphelinat. J'ai perdu mon père, j'avais 7 ans. Ma mère, à l'époque, elle avait du tuberculose. Elle venait d'accoucher, elle avait un enfant de 7 jours. Puis ma mère, il fallait qu'elle s'aille le Sénat, mais elle se mourait. Mon père est mort rapidement. Commotion cérébrale, etc. Alors, on a tout perdu. Ma boîte à jouets, mes frères, mes sœurs, ma mère. Puis, on a été placés. Alors, moi, j'étais à l'orphelinat apostolique de la Malbaie, dans Charlevoix. Et puis, parfois, on allait voir, on faisait des marches. On partait de Malbaie, on s'en allait à Pointe-au-Pic pour voir débarquer les Américains riches, alors que nous étions aussi pauvres. Et puis, on allait voir débarquer les riches, puis s'en allait au manoir Richelieu. Un jour, j'ai dit, moi, un jour, je vais sortir d'ici et j'aurai la liberté. C'est ça que je me disais quand j'étais jeune. Et je suis sorti, j'ai eu la liberté. Et la liberté, c'est la santé aussi. Si tu n'as pas de santé, tu n'as pas de liberté. Alors, la maladie, ça m'a rapproché de la mort. Fait que là, j'ai acheté quelques livres pour regarder par rapport à la mort, parce que pour moi, c'est un présage quand même, là, tu sais, là, cette maladie-là. Vu mon âge aussi, 3/4 de siècle, là, tu te dis, bon, ben là, et plus, là. Tu dis, un jour, je vais sortir, je vais faire le grand voyage, là, tu sais. Je dis ça maintenant, je ris de ça, mais on en rit après. On passait à la poche. Il y avait une poche, comprends-tu, quand c'était le temps de la guignolée. Alors, on s'installait, il y avait une table. Puis là, tous les élèves, les personnes passaient devant nous autres pour donner des aliments, du canard, des enveloppes. Fait que nous autres, on chantait la guignolée. Alors, on nous regardait. Quand les enfants passaient, ils nous regardaient comme un peu des enfants étranges, tu sais, parce que c'était des pauvres, c'était des orphelins. Alors, c'est pour ça que des fois, vous voyez mon visage, oui, j'ai l'air pauvre, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça a resté un peu dans les plis. La vraie richesse? Bien, la vraie richesse, moi, je trouve, c'est l'actualisation de la personne. On se souvient de la pyramide de Maslow, quand tu avais en haut, là, c'est l'actualisation de la personne. Quand tu fais ce que tu aimes, tu réalises tout ton potentiel. Ça, c'est une richesse extraordinaire. Puis cette richesse-là, tu peux l'avoir autant que, quel que soit le métier que tu pratiques, quelle que soit la chose que tu fais. Je donnais de la formation, moi, semi-spécialisée, puis je lui parlais de ça. Faire ce qu'on aime. On peut te fixer un objectif très élevé, mais rendu la moitié de la montagne, tu peux dire hey, « moi, je suis heureux ici. » Fait que je ne vais pas en haut, je suis là, je suis chez moi. Alors, c'est ça, la richesse. Puis quand tu finis, tu dis « gars, j'ai réalisé telle chose, j'ai été heureux, j'ai aimé ça. » Tu sais, puis une affaire aussi, c'est, je dis toujours, chacun sa game, chacun sa partie. Un, c'est ça, l'autre, c'est l'autre. Tu ne peux pas copier l'autre. Tu es unique. Alors, quand tu fais quelque chose, tu le fais en fonction de ta réalité personnelle. La richesse, pour moi, pour un être humain, c'est d'essayer de se réaliser. D'aller chercher qui nous sommes, savoir qui nous sommes. Puis, regarde, ce qui nous sommes, on ne le sait pas tout de suite à 17 et 18 ans. Là. On trouve ça au fil du temps. On est insécure. On dit, ah, moi, je ne suis pas correct. Essayez ça. Il y en a qui. Donc, parce qu'il y en a qui c'est planifié. Hein. On dit, ah, il a fait ses études à 18 ans, il sait ce qu'il va, c'est ça, etc. Pas sûr qu'on est si heureux que ça.
Pas sûr, mais c'est pareil, les médecins, les bons salaires, mais il dit non, moi, j'aurais aimé ça faire d'autres choses. Mais en fait, c'est la richesse, parce que c'est toi-même. C'est toi. Toi. T'es unique, hein? T'es unique. Alors, quand j'étais jeune, quand j'étais pensionnaire d'orphelinat, je regardais la mer. Je me disais, un jour, j'aurai la liberté. J'ai eu la liberté. Aujourd'hui, je regarde la mer et je me dis, la liberté, c'est aussi la santé. Alors, je suis en train de choyer. Je suis libre et je suis en santé. Amen. Amen. Merci. Mon nom, c'est Manon Patoine. En fait, je viens de Saint-Honoré-de-Témiscouata, mais ça fait 2 ans que je suis à Saint-Antonin. Je travaille pour la compagnie Pure Total Fabrication depuis maintenant plus de 3 ans. En fait, la maladie a commencé par... j'ai découvert une masse. Au départ, moi, je suis infirmière de métier. Fait qu'au départ, c'était pas inconnu pour moi déjà là. Fait que j'avais une masse, puis la masse a bougé. Fait que quand je suis allée chez mon médecin, le médecin me disait qu'une masse, si c'était un kyste, habituellement, ça ne bouge pas. C'est quelque chose qui va être fixe, finalement, qui ne sera pas mobile. Puis moi, dans ma situation, c'est parti d'un certain endroit et c'est remonté. Fait qu'à ce moment-là, ça a bougé comme masse. Après ça, il a fallu que je me batte un petit peu. C'est un peu plate, mais il a fallu quand même que je me batte là, pour faire passer des tests. Puis j'ai poussé un petit peu au niveau des médecins puis tout ça. Mais finalement, au bout du compte, on a fait des analyses, on a fait des biopsies. Puis finalement, ça s'est avéré que finalement, oui, il y avait un cancer. Ce que moi, c'était un triple négatif, qui est un des cancers comme les plus virulents, surtout dans les femmes qui sont plus jeunes. Puis j'étais au stade 3. On a enlevé aussi des ganglions en dessous de l'aisselle du côté gauche. Puis à ce moment-là, j'avais 4 ganglions cancéreux sur 5. Fait qu'à ce moment-là, c'était vraiment comme beaucoup plus rapide. Il fallait opérer le plus rapidement possible. Fait qu'habituellement, j'avais un médecin en prévision d'eux. Puis finalement, on a été vers un autre médecin pour que l'opération se fasse beaucoup plus rapidement. Fait que après ça, c'est enclenché aussi la chimiothérapie, la radiothérapie par la suite aussi. Ce qu'on est maintenant aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis présentement en rémission. Ça va faire 2 ans au mois de septembre. Je m'appelle Malika Massi. J'ai 7 ans. Et aussi maintenant, aussi avant, elle avait beaucoup peur. Elle avait beaucoup peur que je meure finalement, que la mort s'en suive. Et elle est devenue aussi, elle a développé avec le temps une certaine anxiété. Une très grosse anxiété par rapport à ça, en fait, de dire « Maman, est-ce que tu vas être là la prochaine fois? Est-ce que toi, tu vas mourir, maman? » Avant, on avait la vie qui était toujours pressée. On était tout le temps en train de courir après notre temps, puis on remet toujours à plus tard. On dit souvent « J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Mais en ayant la maladie, justement, la maladie a fait en sorte que moi, j'ai pas eu le choix d'arrêter. La vie m'a arrêtée et j'ai pas eu le choix de prendre le temps que ça prenait. Et avant, comment je pourrais dire? Avant, on trouvait les choses des fois banales. Tu sais, on passe devant un paysage, on passe devant un moment mère-fille. Tu sais, on n'apprécie pas nécessairement la chose à 100%. Tandis que maintenant, ce qu'il y a différent, c'est je vais être capable de mettre un nom sur j'ai pas le temps. Je vais prendre du temps. Je vais prendre le temps d'être avec ma fille. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de me reposer, bien, je vais le faire. Je vais prendre les tâches peut-être moins lourdes, justement pour avoir du temps de qualité. Et Malika, toi, ma fille, qu'est-ce qui a changé avant et maintenant, avant le cancer à maman? Comment tu voyais ça, toi? Ben, on disait des fois, on va le faire, mais on le fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Puis après, ben maintenant, je trouve ça plus cool que maintenant maman soit là parce que je m'ennuyais beaucoup d'elle quand elle n'était pas là.
du temps de qualité. Je pense que la vue derrière moi, je pense, l'explique beaucoup. C'est aussi de prendre, comme je disais un petit peu tout à l'heure, en fait, c'est de prendre le temps d'apprécier. Présentement, Malika est vraiment justement est assise sur moi. Bien, c'est un temps de qualité. C'est d'apprécier, de se coller, de pouvoir se dire l'une à l'autre comment on tient une à l'autre aussi. Le temps de qualité, c'est aussi d'apprécier ce que l'on a. Ce que j'essaie beaucoup d'inculquer aussi dans mes valeurs à ma fille, c'est on est riche. On est riche, pas parce qu'on a beaucoup nécessairement monétairement, mais on est riche parce qu'on a du temps de qualité, on est en santé. Vraiment, elle est très chanceuse de pouvoir avoir eu le loisir de guérir parce que c'est pas toujours la même chose pour chaque personne qui a justement un cancer. Puis dans notre cas, bien, ça a été une chance, puis c'est vraiment apprécié. Puis je pense que Malika aussi l'apprécie aussi, que maman soit toujours là. Effectivement, La Pointe, ça a été un endroit de ressourcement pour moi parce que, premièrement, c'est vaste. Premièrement, on peut quasiment dire que c'est un peu comme à l'infini. On voit le bord, mais on voit pas la fin. Et c'est un peu ça, un peu aussi comme, je me dis que c'est un peu ça comme dans la vie. On voit notre vie défiler, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va être la fin. Puis je pense que c'est ça qui est encore mieux, finalement, de ne jamais savoir la fin. Chaque personne, on a, j'appelle communément une date d'expiration, mais on ne sait jamais c'est laquelle. Puis justement, d'apprécier, c'est aussi simple d'apprécier les odeurs, d'apprécier le soleil. Moi, je venais beaucoup quand je pouvais. Je venais beaucoup le matin, avant qu'il n'y ait aucune auto, vers 5-6 heures. La nature s'éveille, il faisait super soleil, ou même là, au printemps, c'était plus frais, mais ça nous permettait de se ressourcer puis de se calmer. Je trouvais que ça me permettait de justement, quand ça devenait pénible, justement, des fois, là, c'était ça, là, justement, je venais me ressourcer. Un conseil général pour les gens. Premièrement, de se lever de bonne humeur. Tu sais, d'apprécier ce que l'on a. Souvent, on se dit « Ah, ben j'ai pas telle voiture. Ah, j'ai pas telle chose. » Mais finalement, on devrait plutôt se dire « Ben, on est riche. Tu te lèves le matin, tu es en santé. » C'est ce que je dis beaucoup aussi à ma fille. Des fois, ma fille a fait ça. Elle dit « Maman, il me semble qu'on n'a pas ça. » Puis là, je dis « Malika, est-ce que tu as un toit? » Elle me dit « Oui. » « Est-ce que tu as de la nourriture? » « Oui. » « Est-ce que tu as des vêtements? » « Oui. » « Est-ce que tu as des parents? » « Oui. » « Est-ce que finalement, tu as tout ce que tu as de besoin? » « Oui. » Ben, à ce moment-là, on est riche dans la vie. Pour moi, c'est vraiment ça, être riche, être bien. Puis oui, des fois, les journées sont difficiles. Et oui, des fois, on a le goût de lâcher. Mais non, il ne faut pas lâcher. Même si la journée est difficile. Permettez-vous, puis acceptez le fait que oui, la journée va être difficile. Puis le soir, déposez-vous, écrivez. Écrivez. Ce qui m'a permis aussi là-dessus, c'est écrivez-le. N'ayez pas peur d'écrire comment vous vous sentez, puis c'est quoi vos émotions, puis sur le moment. Puis à ce moment-là, ben c'est ça. Profitez de la vie, puis admirez des beaux paysages, sortez à l'extérieur, profitez de la nature. C'est un peu ce que je dis aux gens, finalement. Ouais, ma vision du bonheur. Et moi, j'entends souvent bonheur comme un mot un peu futile, tu sais, quelque chose qu'on essaye d'agripper, des bonheurs. Puis pour moi, le bonheur, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple, là. Tu sais, on dirait que j'ai souvent l'envie de parler plus de joie, puis de joie profonde. Quelque chose que je sens qu'il y a comme une vibration à l'intérieur de moi, tu sais. Puis c'est pas du tout nécessairement relatif à du matériel, à moins quand c'est des fois du matériel qui nous aide à vivre des belles expériences, on se comprend bien. Mais ouais, pour moi, le bonheur, ça peut être simplement par un câlin avec une personne avec qui je connecte très bien, puis qu'on peut prendre un moment pour respirer ensemble, puis qu'on sent que c'est pur et vrai. Pour moi, ça, c'est le bonheur, tu sais. Fait qu'avec vous, c'est ça qui se passe. On t'aime tellement. Ah, wow. Attends un petit peu. Ah, ben,